Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue sur Radio Babouk. Voilà, on est à la Friche au Port dans le cadre de l'exposition Antivirus, l'exposition collective qui a rassemblé 11 artistes. Et parmi eux, Miglin Paroumanou, qui est céramiste et qui a composé une série de masques en porcelaine, des masques qui ont la forme... Elle a fait des moulages de végétaux de la Réunion pour en faire des masques. C'est toute une démarche très esthétisante dont elle va nous parler ce soir. Et on est dans le cadre de ces rencontres. Dans le cadre de cette exposition, on organise plusieurs rencontres. Chaque artiste qui expose vient rencontrer le public, en toute simplicité, toute convivialité. On boit un petit thé, on mange des gâteaux et puis on échange un peu sur le travail, sur ce qui s'est passé, sur pourquoi les uns et les autres ont fait ci ou ça. Voilà. Donc on est bien. Puis on va commencer. Miglin, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Alors, y a des gens qui sont là, qui sont avec nous, qui ont visité l'expo. Et je te laisserai te présenter, puis après je vais passer le micro à qui veut poser des questions. Voilà. D'accord. Allez, à toi de jouer, Miglin. Donc Miglin, artiste née à La Réunion, qui travaille à La Réunion. Qui pratique beaucoup plus la céramique que les autres médiums, mais fait aussi des installations, un peu de photos, etc. Mais c'est vrai que la terre, c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu et attiré par rapport à sa texture et au toucher. Et donc j'ai continué à travailler avec la terre depuis plus de 10 ans. Ça fait à peu près 12-14 ans que j'ai commencé cette activité-là. Et donc, je suis passée de l'argile au grès, maintenant à la porcelaine, beaucoup de porcelaine. Et c'est vraiment une matière qui me plaît dans sa texture, la façon de la travailler. Elle est très difficile, donc ça met un peu de piment. Donc, j'aime bien faire difficile, pourquoi pas. Et j'aime bien quand ça met la difficulté, met du piment en fait dans l'exercice. Quoi dire d'autre? J'ai une démarche qui touche beaucoup le domaine culturel, c'est-à-dire que j'essaie de m'approprier des choses qui, pour moi, parlent de ma culture et la transformer pour la rendre d'une manière artistique à un public. Et donc, je parle d'histoire, je parle de nostalgie, je parle de nos croyances. J'ai un travail aussi beaucoup basé sur les rituels, donc de nos croyances et de nos pratiques ici à La Réunion. Voilà. Après, je vous laisserai poser des questions, mais on peut dire comme ça que c'est un petit peu ma démarche. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, mademoiselle. Ma première question, c'est comment est-ce que ça vous est venu l'idée d'utiliser des feuilles pour faire ces moulages? En fait, tout ce que vous voyez en fait en matériaux de masque, c'est-à-dire les textures, feuilles, coco, ce sont des textures que j'utilise déjà auparavant. En fait, je me suis intéressée dans un premier temps à la boîte de conserve, nous appelle ici la moque. Et en fait, mon tati utilise son moque, mais il laisse son moque toujours dans la cuisine, à côté de son robinet. Et il ne sort pas son moque de son robinet. Et il ne boit pas dans le verre, il ne boit rien que dans la moque. Et en fait, il me dit, il faut pas de moque, pourquoi on pose pas de moque dans le salon? On a dit, les vilains. Et pourtant, il aime boire dans la moque. Donc, en fait, il me dit, une jolie manière de faire, c'est de rendre le moque joli pour qu'il peut aller dans le salon. Et donc, l'idée de transformer la moque en porcelaine, c'était un petit peu pour sublimer, en fait, l'état de moque, recyclage, qui est un objet de récupération, pas cher, vilain, etc., en un objet joli, en porcelaine, une création qui pouvait aller dans le salon. Donc de là, en fait, la partie sur cette thématique-là autour de la moque. Et la moque, La Réunion, c'est boire de l'eau, c'est la pinte, tu n'utilises pas le kilo avant, tu achètes un pain de riz, un pain de piment. Et en fait, pour moi, la moque a vraiment une référence nostalgique et historique, en fait, par rapport à Bandomoni, connaît La Réunion longtemps.
Quand tu vois un MOX, tu comprends tout de suite. Si un moule y arrive de métropole depuis nana 1 an ou 2, ben, il comprend peut-être pas le message. Mais quand on explique à lui, après, il comprend. Mais c'est vrai, dans une boutique longtemps chinois, elle avait rien qu'un moque. Et il n'avait point de poids, hein. T'es pèses pas, le riz, et t'es pèses pas les haricots rouges, ni le gros pois. Tout était servi avec cette pinte de référence qui était la boîte de conserve, qui venait du lait Gigose. C'était le seul matériau qui se rouillait pas en métal qu'on pouvait utiliser en cuisine, en fait. Et donc, de cette histoire de boîte de conserve que je voulais mettre dans le salon, j'ai pensé à toute l'utilisation de la feuille de banane dans la pratique indienne, religieuse et non religieuse. C'est-à-dire que, en fait, quand on va au temple, on utilise la feuille de banane comme réceptacle d'offrande. Et sur cette feuille de banane, on dépose les offrandes qu'on a à offrir aux divinités, ou alors quand on fait des rituels pour les ancêtres, on les offre aux ancêtres. Mais la feuille de banane est toujours présente. Cette place de la feuille de banane a un côté un peu symbolique, sacré, qui fait partie du rituel. Et donc j'ai trouvé que c'était intéressant aussi de pouvoir mettre en valeur ce côté important de la feuille de banane, en fait, le feuille figue, dans notre culture indienne. Et non seulement il y a ça, il y a aussi ce côté convivial quand nous descendons de Mange Karitang dans le fond la ravine. Et c'est le moment où nous mangeons, comme en Afrique, tout ensemble sur le même réceptacle, en fait, de repas. Et ça, en Afrique, on mange dans des plateaux, tous ensemble. Et là, c'est le seul moment où on retrouve un petit peu aussi ces racines africaines pour les Mange Karitang dans le fond la ravine. Donc pour moi, le feuille banane était vraiment important de sacraliser, en fait. Donc c'était la façon de sacraliser cette feuille, de la transcender. Pour moi, c'était d'en faire un objet en porcelaine. Parce que pour moi, la porcelaine, c'est une des matières la plus noble en céramique. Donc voilà, c'est un peu la base de ma démarche. Donc j'ai fait la feuille de banane. Et après, de la feuille de banane, j'ai fait le coco. J'ai fait le feuille mangue. Et voilà. Et donc après, ça vient de là. L'idée, la démarche vient vraiment de là. Voilà. Quel message, Nana, entre prendre des éléments naturels et transformer les autres en masque pendant une période de Covid? Est-ce que Nana a un message à faire passer? Ou c'est trouve la nature? Est-ce que c'est la nature qui protège? C'est nous qui protégeons la nature ou c'est la nature qui protège à nous? Ça serait gaillard à connaître, c'est comment on interprète Ali, parce que dans votre question, on avait aussi la réponse, en fait. C'est vrai que l'élément naturel que m'y utilise et que m'y transcende à travers la porcelaine, c'est parce que m'y respecte aussi beaucoup cette nature et que Nana a l'intention de mettre Ali en valeur. Le fait que la nature nous protège, c'est vraiment pour moi un message très important pendant cette période de Covid où nous l'a eu pendant tellement d'années, pas de réflexe justement de protéger la nature. M'y vois pas ça dans le sens où c'est nous qui protégeons la nature, le fait de la mettre devant notre visage, parce qu'on la respecte pas au jour d'aujourd'hui. Et ce qu'on oublie, c'est que c'est cette nature qui a tendance à nous guérir, à nous nourrir, et que c'est vraiment la chose la plus importante. Je veux dire, pour un être humain, le plus important, c'est vrai que c'est de manger, c'est de boire, mais il y a quelque chose encore plus important que je n'arrive pas à transcender en porcelaine, parce que c'est l'air qu'on respire. En fait, pendant le Covid, je me suis rendu compte que la chose la plus importante pour l'homme, c'était de respirer. Première chose qu'on fait, on sort dans le ventre de nos parents, on respire. Et cette respiration-là, c'est exactement ce qui a été touché pendant le Covid. C'est-à-dire que les gens n'arrivaient plus à respirer. Et quand on n'arrive plus à respirer, on meurt. On peut faire grève de la faim, on peut faire des jeûnes. On peut faire des jeûnes où on boit, des jeûnes à sec où on ne boit pas. Mais si on arrête de respirer que quand on meurt, je veux dire, et on a souvent tendance à oublier cette partie-là. Donc il y a la partie de la nature, les feuilles, les tisanes qu'on boit, la nourriture qu'on mange. Donc on sait que la nature, on en a besoin. Et il y a une partie de cette nature invisible où on ne se rend pas compte qu'on en a besoin parce qu'elle est non visible, justement. Et le côté invisible à travers mon travail, il est très très important parce qu'en fait on a tendance à se fier trop à ce que l'on voit et on ne met pas assez d'importance aux choses invisibles que l'on peut ressentir, pas forcément voir et toucher. Et moi pendant le Covid, c'était vraiment la chose qui m'a touchée, c'était ça, c'était que pour nous le plus important est de respirer et
Cette maladie nous a empêchés de respirer, nous a fait rester chez soi, nous a coupés de la nature, nous a coupés de nos liens entre les gens qu'on aime. Et il y avait comme une espèce d'alerte, mais très précise en fait. Pour moi, c'était très précis. C'était, voilà, pourquoi est-ce qu'on ne laisserait pas aussi à la Terre respirer ? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un carême alors pour la Terre, 3 semaines ? On se met en carême pour que la Terre, à cette fois, elle puisse respirer, pour que nous, on puisse continuer à en profiter de cette nature. Parce que c'est un élément important. La pollution dans l'air, on la mesure, elle se voit parce qu'elle se brume, mais on ne se rend pas compte, c'est la chose la plus toxique pour nous. On sait que oui, les poulets, ils sont vaccinés, etc. On mange, mais tout ce qu'on respire, c'est... Quand on dort, on respire. Donc la respiration est extrêmement importante et on a tendance à l'oublier. Donc voilà, pour répondre à la question, parce que j'ai fait un grand détour, la nature, pour moi, elle sert à nous protéger et on la protège pas assez. Et le lien que de faire un masque avec ces éléments naturels, je travaille tellement avec que c'est devenu très simple en fait, très très simple. Je vous ai emmené mes 2 derniers masques qui sont sortis du four un peu tard, que je vous présente ce soir, qui font aussi partie de ma démarche artistique. Ces 2 masques sont en grès, donc il y en a un qui a son homologue en porcelaine qui est déjà présenté, c'est du coco. Voilà. Et un autre qui n'a pas son homologue en porcelaine, il faudrait peut-être que j'y pense, c'est un qui ressemble en fait à la roche basaltique en fait, où celui qui nous protège, ce qui va nous protéger, c'est aussi de cette nature-là, mais c'est plus du minéral. Voilà, cette lave qui constitue l'île, le ventre de la terre. Moi j'ai une question sur comment tu fais pour mouler des choses aussi fragiles qu'une feuille. Alors, est-ce que ça demande une technique particulière ou oui, ça demande une technique. Ou c'est comme mouler un verre ou un pot Non, c'est particulier effectivement parce qu'en fait mes moules sont en plâtre. Le plâtre est lourd et si je moule quelque chose de trop fragile, en fait, il se casse. Donc en fait, je dois trouver une façon de faire autrement. Et en fait, je mets en fait de la terre comme support, c'est-à-dire cette feuille, en fait, je la renforce en mettant une épaisseur de terre en dessous pour la rendre totalement solide et qu'elle se déforme pas sous le poids du plâtre. Voilà. Donc je renforce en fait tout ce qui est fragile. D'accord. Oui, c'est une technique particulière. Voilà. C'est ta technique à toi ou c'est quelque chose qu'on utilise ? Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont dû penser. C'est la façon dont moi j'ai trouvé pour faire, mais je pense que d'autres personnes y ont pensé. Je l'ai pas apprise, mais c'était pour moi le plus évident en fait à faire. Il fallait que je trouve comment mouler la feuille. Donc pour moi, ça a été le moyen le plus approprié, ayant la terre vraiment à portée de main, de suivre la forme de la feuille, ses ondulations et son mouvement. Donc de combler tout cet espace vide d'une matière pour la rendre stable, pour pouvoir y déposer le plâtre par-dessus pour faire le moule. Et après, l'autre difficulté, quand j'ai commencé vraiment le travail du moulage de feuilles, ça a été de trouver la bonne épaisseur, la bonne technique pour démouler, parce que c'est pareil, ça reste assez fragile quand on démoule la porcelaine, quand elle n'est pas cuite. Et donc voilà, c'est apprendre, prendre les bonnes habitudes dans la manipulation aussi de la matière. Ça reste fragile tant que c'est pas passé au four. Voilà. Et comment ça t'est venu là, cette envie d'aller chercher des formes comme ça ? Enfin, je sais pas. On a tous un manguier, des feuilles de mangue qu'on balaye, qu'on jette, qu'on met dans des sacs, qu'on met à la déchetterie. Des feuilles bananes qu'on coupe dans le fond du jardin. Qui sèchent. On fait du feu avec, mais pourquoi les anoblir, hein, si j'ai bien compris. Hein, oui. Il y a déjà sa place dans le rituel qui est pour moi une importance, c'est-à-dire chaque être humain a des croyances et la croyance qu'on a nous constitue et nous permet d'exister comme on est. Et donc je respecte beaucoup les croyances des uns et des autres et
cette feuille, elle a un rôle en fait dans les rituels. Donc c'est important pour moi de mettre ça en avant. Et au-delà de ça, je m'ébahis devant une feuille de banane. C'est vrai que quand je vois une feuille de banane avec le soleil à travers, je trouve ça magnifique. Voilà. Quand je vois une feuille de banane qui a reçu du vent pendant les 3 derniers jours où il a eu un vent fou et elle est toute déchiquetée, je la trouve belle aussi. Quand je regarde la nature, en fait, je suis éblouie de tout ce qu'il y a comme beauté dans cette nature-là. Je pense que l'homme peut difficilement faire plus beau. Il peut faire pareil, il peut imiter. Et au début, je me suis posé la question, est-ce que je dois pas faire une feuille qui est stylée feuille, mais qui n'est pas vraiment feuille, parce que les feuilles existent déjà. Et en fait, j'aime tellement la nature que je pense que je peux pas faire mieux. Et j'utilise justement ce que la nature fait pour moi de plus beau. Et je l'adapte dans mes créations. C'est vraiment cette démarche-là. C'est parce que je la trouve belle, la feuille. Voilà, vraiment. De banane, de citronnelle, elle est coupante, mais elle est belle, elle a cette couleur, elle a cette odeur. Après, il y a des choses que je peux pas mettre dans mon travail. Je peux pas mettre l'odeur, la légèreté de la feuille. J'ai vraiment, vraiment essayé de travailler au maximum sur cette finesse pour donner le mouvement et la légèreté. Je peux pas tout ramener dans le travail, mais j'essaye de ramener un maximum de choses qui parlent en fait de cette nature. Parce que vraiment, au fond, c'est parce que je la trouve belle et que je l'aime que je l'utilise. Ça fait penser à Léonard de Vinci qui imite la nature, qui dit que la nature a déjà tout inventé et qu'il suffit de essayer de traduire, quoi. Exactement. Il a dit vraiment la chose pour moi qui est très très importante dans mon travail. La nature, elle a déjà tout inventé et cette beauté est tellement... même des fois, vous allez voir sur un ananas, les lignes ne sont pas vraiment linéaires. Ouais. Des fois, quand on commence à couper l'ananas, on se dit mais c'est pas aligné, quoi. La nature, même elle n'arrive pas à faire droit. Et en fait, finalement, c'est beau justement que même quand les lignes ne sont pas droites, il y a quand même cette beauté. Après, si on commence à parler aussi de toutes ces formes géométriques, du nombre d'or et de cette répétition qu'on retrouve cyclique dans toutes les œuvres, et on peut arriver à ce symbolisme vraiment de l'unité première, et ben ça parle aussi sur un plan spirituel et scientifique. Il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on est attiré par cette beauté de la nature. Et en fait, cet esthétisme dont tu as parlé dans mon travail, souvent on m'interpelle là-dessus. Et c'est vraiment pour moi, Dieu cherche le beau. Je sais pas, personne l'a dit, mais j'essaye de traduire dans ce sens-là. C'est-à-dire quand on a toutes les civilisations qui ont voulu créer une église, un lieu de culte, a été chercher le beau et le précieux. Voilà. Et quand on veut aller vers quelque chose où on veut toucher la nature, pour moi, on doit aller vers quelque chose qui est dans le beau et dans le précieux. La beauté, pour moi, c'est une question d'harmonie. Voilà, c'est une question d'harmonie. Quand on a l'harmonie et que les choses entre elles communiquent et sont tous liés en harmonie et en communication, ça dégage une beauté. Pour moi, c'est ça la beauté. C'est vraiment arriver à trouver quelque chose d'uni. Et cette unité forme une émotion. Et cette émotion était l'émotion du beau. Et pour moi, c'est ça le beau. Et le beau, c'est chimique. Voilà, c'est comme ça. Pendant le Covid, il y a eu beaucoup de tentatives de faire de la mode avec les masques, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de motifs, tout ça. Et pourquoi la vôtre est blanc ? D'ailleurs... mon pièce s'appelle Collection Hiver Austral 2020. Ce qui veut dire que moi aussi, je lance mon collection. Et que moi aussi, je veux être dans la mode. Et en fait, je reste vraiment dans ma mode à moi. Parce qu'en fait, m'y fait souvent, en fait, m'a déjà fait des installations qui parlent du rituel, avec des feuilles, des bananes, des fruits. Et il m'y trouve que le blanc de la porcelaine, il en a une connotation de pur et de simple. C'est-à-dire en y mettant le minimum, qui est la couleur même de la porcelaine, on essaye de donner un message le plus fort. On n'a pas besoin de couleur, on n'a pas besoin d'imiter la nature. Si ton message est assez simple, il va être suffisamment fort. Et cette simplicité,
qui va vers quelque chose de pur, et ben ça me plaît. J'aime bien le blanc. Ça aurait été plus simple de répondre comme ça. J'aime bien le blanc de la porcelaine, ouais. Tu parles de cette unité, du beau, voilà, de ces idées de Léonard de Vinci, c'est des grandes idées classiques, on va dire. Enfin, je sais pas, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas même le retour à la nature, l'imitation de la nature, c'est les bases de l'esthétique. Et est-ce que tu es dans une démarche, au fond, dans ton processus artistique, de retour aux sources, à la source même du processus artistique, quoi. C'est-à-dire, j'imite la nature autant que possible, avec cette espèce d'échec permanent de ne jamais atteindre, d'être aussi beau que la nature, mais d'être toujours dans la tentative, d'être aussi beau que la nature. Non, enfin, je sais pas, tu retour aux sources ou pas? Je pense qu'il y a un retour vers quelque chose d'important, de primordial, de primaire. On pourrait dire ça, retour aux sources, mais sans vouloir me catégoriser dans une démarche. Je me compare rarement à des courants, où je veux pas rentrer dans une espèce de case pour essayer de faire dans une démarche qui est celle des impressionnistes. En fait, à travers ce travail artistique, c'est vrai que j'ai ce retour aux sources parce que je trouve que dans l'art, il y a quelque chose de primordial. En fait, finalement, je suis assez attirée par les rituels car pour moi, tout élément artistique vient de ce rapport au rituel. C'est-à-dire les premiers éléments qu'on a pu récolter d'artistique, que ce soit les peintures rupestres ou les poteries, ont un lien avec un rituel funéraire, un rituel quel qu'il en soit. Et en fait, on se rend compte que l'homme est passé par l'art comme un symbole pour accéder à l'invisible à travers cet acte du rituel, par les objets artistiques, par la musique, par le chant. Et donc, en fait, finalement, j'ai cet retour à quelque chose de primordial et de primaire, qui est proche de la nature, qui est proche des animistes. Ce n'est pas quelque chose de religieux, c'est plus quelque chose de l'ordre du spirituel, du sens de la vie, c'est-à-dire revenir aux choses primordiales et primaires. Après, le fait de ne pas vouloir rentrer dans une démarche et ne pas vouloir, et même me sentir appartenir à un courant, c'est parce qu'en fait, c'est très difficile d'être soi-même. Et à travers mon travail artistique, j'ai vraiment envie d'être moi-même et pas de me laisser embarquer dans un courant. Je cherche pas à faire comme ou différemment. J'essaye de faire vraiment le maximum comme moi je ressens les choses. Voilà. Ça demande beaucoup de temps. Et c'est difficile de s'imposer soi-même en tant que soi dans une démarche. Surtout artistique, parce qu'on le montre. On a des démarches qui peuvent rester pour soi, où on peut vraiment, avec plus d'aisance, être soi-même. Et être soi-même dans une démarche où on va le montrer aux autres, c'est toujours un petit peu... On prend un risque de confrontation, de mise à nu. Mais c'est vraiment ce que j'essaye de faire, c'est d'être le plus moi-même possible. Mais il y a vraiment ce retour vers les origines, aux sources, du primaire, de la vie, de l'essentiel. Voilà, de l'essentiel, je pense. Parce que je pense que l'essentiel, c'est que il y a cette question existentialiste qu'on se pose toujours au bout d'un moment. On vit, on meurt, mais pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait là? Qui on est? Et je pense que c'est vraiment... On a beau inventer des fusées spatiales, tout ce qu'on veut, des robots qui font le ménage, mais on a toujours cette même question qui va nous trotter dans la tête. On a toujours cette pendule au-dessus de notre tête où on sait qu'au bout d'un moment, on va quitter cette planète pour partir dans le ciel, sous la terre, je sais pas, ça dépend des gens. Mais notre vie n'a un sens que pour un temps. Et donc, il faut revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, pour moi, elle est dans la relation à l'autre et dans la relation à l'invisible. Et donc, ouais, on peut dire que ça c'est vraiment ancré, vraiment encore avant d'aimer la nature. Il y a vraiment de chercher l'essentiel. Et la nature est plus proche de l'essentiel que autre chose. Donc, c'est vrai qu'on s'approche déjà de la nature avant de se rapprocher
de l'amour inconditionnel, les petits nuages, le monde de oui. Je sais pas, on peut dire beaucoup de choses sur ce que je dis en tant que je rêve, voilà. Mais bon, pour moi, il y a quand même quelque chose d'essentiel, de primordial, et la nature en est beaucoup plus proche que nous, en fait. Voilà. En fait, tu parles de rituel, ça fait penser un peu aux chamans. Est-ce que finalement, c'est pas ça qui a disparu, c'est le lien avec l'invisible? Est-ce que l'artiste ne reprend pas un peu le flambeau finalement? C'est une très très bonne question. C'est une très bonne question. Finalement, l'artiste pourrait exactement reprendre ce rôle-là, parce que c'est celui qui va créer les objets de culte, entre guillemets. Mais aujourd'hui, le culte est différent, le monde est beaucoup plus contemporain. Et son rôle, justement, pour moi, est de communiquer avec un certain invisible. C'est vrai qu'on pourrait, pour moi, on pourrait dire que certains artistes sont des chamans, et beaucoup de chamans, ou tous les chamans, sont des artistes. Voilà. Parce qu'il y a la trace, en fait. Il y a la trace. De toute façon, quand on voit que des objets de culte, de rituels africains ont fini dans les musées, et sont des œuvres d'art, or qui n'étaient qu'objets de culte et qui n'ont de sens et d'existence qu'à travers le culte, on peut dire qu'en fait, le déchet du culte, entre guillemets déchet parce qu'il n'est plus un objet en soi quand il n'appartient plus au culte, devient un objet d'art. Et là, on comprend qu'en fait, l'art, c'est peut-être une façon de voir sous un certain angle certains objets, des reliques d'un culte. Et que tout ce qui pourrait être objet d'art pourrait provenir d'un culte. Est-ce que tous les artistes sont des chamans? Pourquoi pas? Je trouve ça assez belle comme idée, sachant que tout le monde ne va pas... Étant tous différents, je pense qu'on n'aura pas tous la même approche. Mais quelque part, je pense que c'est quelque chose qui résonne comme questionnement. Je trouve que c'est très proche. L'action du chaman et l'action de l'artiste. Moi, je pose une question. Alors, c'est parce que je connais un peu aussi ce que tu fais, et c'est un truc qui me questionne, quoi. Et donc, en fait... moi, dis-moi si je me trompe pas. Moi, j'ai l'impression que si je devais rapprocher ton travail de la culture créole, dans le contexte de la culture créole, je trouve que c'est vraiment, ça touche à des questions essentielles qui sont reliées à l'histoire de la Réunion, et notamment celle de la forme plastique. C'est-à-dire la recherche d'une forme proprement réunionnaise. Tu vois, il y a la langue créole, il y a la musique, en art plastique, voilà, enfin tout est mêlé d'influences. Mais le fait d'aller chercher directement dans la nature, sur le baba figue, sur la feuille mangue, sur le coco, sur le carambole, comme tu fais, voilà, c'est vraiment des trucs qui touchent au quotidien de la Réunion, quoi, et ce qui fait ces petits détails qui font que la Réunion est la Réunion, quoi. Et donc, pour moi, c'est relié à la question de l'identité de la Réunion. C'est-à-dire l'identité qui s'est cherchée pendant des années et des années, qui se cherche encore et qui n'a pas fini de se trouver, quoi. Mais en tout cas, ça aide dans le sens où on n'a pas c'est difficile de donner une forme à cette identité. C'est-à-dire, je sais pas, moi, on va en France métropolitaine, qu'on connaît tous, plus ou moins. Je sais pas, il y a Delacroix, il y a le romantisme, il y a Baudelaire, il y a tout de suite des grandes figures qui sortent, quoi. Il y a Voltaire, il y a Diderot, je sais pas, moi, on les connaît tous, quoi. Et puis en art plastique, c'est pareil, quoi. Il y a toutes sortes de, je sais pas, moi, il y a Duchamp, enfin, on peut tous les citer, quoi, dans tous les arts. Et à La Réunion, ça commence, hein, c'est naissant tout ça, parce que c'est le fait de l'histoire. Et puis on se dit, c'est quoi la forme qui serait proprement ici, quoi, tu vois ?
Et j'aime bien parce qu'il y a ce que j'aime bien dans ce que tu fais, c'est que tu vas chercher directement dans la nature. Donc du coup, c'est La Réunion, on peut pas se tromper. Et en même temps, il n'y a pas de discours dans le sens où c'est pas gâché par les mots, quoi. J'ai envie de dire. Du coup, on dit pas de bêtises. Et puis en même temps, ça donne c'est une recherche de forme plastique à cette créolité qui, je trouve, n'en a pas suffisamment de forme. C'est-à-dire qu'on vire tout de suite dans le folklore. Enfin, de forme anoblie, comme justement ton travail consiste à le faire. Tu vois ? Il y en a, évidemment qu'il y en a, mais je veux dire, c'est parcimonieux, c'est ici et là, c'est tel gars, tel artiste, tel truc. Mais je veux dire, La Réunion a été folklorisée, voilà, c'est l'histoire de La Réunion, ça. C'est la belle carte postale, les belles plages, et tout ça très très loin de la réalité de ce que les gens vivent et de comment ils vivent le pays. Et donc, moi j'ai l'impression que tu rétablis un peu ce truc-là par ton travail. Est-ce qu'il y a ça dedans, ou est-ce que c'est moi qui délire complètement ? Moi, je prends ça pour un compliment, parce que je trouve que tout mon travail, en fait, vu qu'il parle en fait des origines de La Réunion, il parle de notre histoire, c'est parce que je veux parler aussi de cette identité. Bien sûr que je veux parler de l'identité réunionnaise. Je veux pas la folkloriser parce que pour moi, il n'y a pas une idée préconçue de ce qu'on attend, de ce que je donne à voir. Parce que justement, j'essaie d'être moi-même et de donner ce que moi, je ressens nécessaire de donner. Et l'identité a été vraiment, dans mon travail, une recherche importante. Parce qu'effectivement, sur l'identité réunionnaise, il faudrait faire carrément encore une autre rencontre pour parler de ça. L'identité de réunionnaise, sa langue. Comment se trouver après cette période coloniale, comment se construire et comment se situer. Comment il est né Comment ça nourrit ton travail, ce rapport à l'identité ? Il a nourri mon travail, je pense, au départ. Il a nourri mon travail parce que je suis réunionnaise. Il a nourri mon travail parce que j'ai de l'intérêt dans ce que vivent les gens comme moi dans notre quotidien. Il me nourrit parce que c'est des questionnements importants pour moi. Je vais dire la langue créole et mon identité et comment je la vis est importante. Donc forcément, ça nourrit mon travail. Pour moi, mon travail est lié à l'identité réunionnaise, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et cette identité, elle s'est construite sur cette île. Donc y prendre des éléments de l'île, c'est très important. Les éléments du quotidien. Je voulais pas de paille en queue, pas d'hibiscus. C'est clair, parce que pour moi, c'est la façon... c'est très compliqué de parler de ça, mais c'est un peu le regard du touriste, entre guillemets. C'est-à-dire avoir un regard et une attente exotique d'une île et vivre l'île. Et ce que je veux donner, c'est ce que je vis et ce que je vois vivre autour de moi. Et comme j'ai pas d'attente de montrer quelque chose comme les gens ont envie de l'attendre, je pense que je vais chercher des choses qu'on n'a jamais utilisées peut-être, qui me ressemblent. Ce qui fait que je donne autre chose que ce qu'on voit habituellement. Je donne autre chose à voir. Et comment cette recherche d'identité, je pense que c'est vraiment primordial pour moi dans mon existence, savoir qui je suis. Donc effectivement, travailler sur l'identité, ça fait aussi partie de mon travail en tant que réunionnaise et puis en tant que femme. J'ai eu aussi tout un travail autour de la femme, de sa place dans la société actuelle. Et hélas, les chiffres désastreux des violences faites aux femmes ici, donc de ce rapport entre l'homme et la femme ici à La Réunion, sur ce territoire. Donc ça fait aussi partie de l'identité de l'île. Et de cette identité qui est peut-être pas forcément belle, je l'ai aussi abordée. Voilà. Donc se nourrir de l'île, je pense que ça permet de se nourrir de tout ce qui peut nous amener à réfléchir autour de l'identité. Il me semble qu'il y a une opposition entre le masque qui permet de respirer
et d'empêcher les microbes d'arriver. Et ces masques qui sont durs, qui sont pas pour eux, qui voilà. Bon. Évidemment, mes masques ne sont pas anti-Covid. Bien sûr, ils sont pas homologués. Ils sont pas tissés, donc c'est une très belle barrière, mais on peut très difficilement respirer à l'intérieur vu que c'est de la porcelaine. Et en fait, l'idée d'utiliser ces matières naturelles qui sont fermées, c'est vraiment antagoniste parce que la feuille en elle-même, elle laisse passer l'air, mais mon masque avec la feuille ne laisse plus passer l'air. La roche basaltique ne laisserait très difficilement passer l'air. Et je l'ai quand même utilisé parce que n'étant pas des vrais masques, je me suis permis poétiquement d'utiliser ces matières. Même si, dans une réalité, elles ne sont pas du tout de vrais masques antivirus. Ce qu'il y a de bien, justement, c'est de partir sur ce côté un peu poétique et humoristique, en fait, de mes masques, qui sont pas du tout des vrais masques, qui sont une collection, comme la mode. Comme on a dit, tout le monde a fabriqué ces masques un peu africains, avec des perles, avec des saris plus indiens. Il y a eu vraiment toutes sortes de masques rigolos, avec des BD, etc. Et ce côté d'humour où tout le monde s'approprie le masque et le transforme de façon un peu plus agréable pour pouvoir le porter. Et je trouve ça intéressant aussi. Donc ce côté-là, un peu plus dans l'humour. Et c'est pour ça que je l'ai appelé Collection Hiver Austral 2020. Moi, ce qui me plaît dans tes masques, c'est que justement, les masques, c'est un truc qu'on nous a imposé pour nous protéger, où on n'arrivait pas bien à respirer dedans. Et je trouve qu'en faire justement des beaux objets, en plus une collection, moi je trouve ça super sympa. Parce que les masques, pour moi, ils ne permettent pas vraiment de respirer. Ils nous ont empêchés plutôt. Oui, ils nous empêchent de respirer. Mais il nous empêche de respirer ce qu'on ne doit pas respirer. Donc c'est pour ça qu'en même temps, on respire pas bien dedans. Et c'est vrai que d'en faire des objets avec un certain esthétisme, c'est agréable. De dépasser tout ça, d'en rire, je trouve ça assez aussi agréable. Et d'en faire des objets d'art, je trouve ça encore plus sympa. Voilà. Et par rapport, parce que j'ai un petit peu parlé de mon travail tout à l'heure, par rapport au rituel aussi, où justement ces feuilles vont venir en fait devant la bouche, et on a l'impression aussi qu'elles vont protéger une parole. C'est un petit peu ce que m'a dit une amie, Florence. Elle me dit, on a l'impression que tes feuilles de banane vont nous protéger d'une belle parole, et quand on l'enlèvera, elle s'échappera quelque chose de beau. Et donc voilà, c'est aussi une poésie sur ce côté de protection du masque où ça fait comme une protection, c'est-à-dire au-dessus des bananes, il y a cette protection du baba figue qui va tomber et qui va laisser apparaître les feuilles figues, et les bourgeons du coco qui sont protégés par ce jampone coco là, qui va laisser sortir en fait cette tige et ce bourgeon. Donc voilà, ça laisse aussi présage à quelque chose de beau qui va sortir en fait par derrière. Dans mon travail, j'ai beaucoup utilisé les masques et ça sublime les regards. C'est-à-dire qu'on a réappris à discuter avec les gens avec des yeux, sans l'artifice de la bouche qu'on voit plus. Et est-ce que ces masques-là ont été conçus aussi en se disant voilà ce qui va rester du visage, voilà ce qui va rester des yeux? Non, mais j'ai fait la même réflexion. Je me suis dit, on a appris à lire sur les lèvres et maintenant il faudra apprendre à lire dans les yeux. Et je l'ai pas fait dans ce sens, mais effectivement, vu qu'ils cachent la bouche, il nous reste plus qu'à apprendre à lire dans les yeux des autres. Et je trouve ça très beau aussi. Et j'ai trouvé que c'était peut-être un peu handicapant pour les personnes malentendantes qui pouvaient pas lire sur les lèvres à travers le masque. Voilà. Le masque, c'est vrai qu'il protège et qu'il gêne, il empêche. Ça fait penser aussi au masque de la Commedia dell'arte. Et c'est vrai que, comme disait monsieur, le regard miroir de l'âme, et finalement c'est ça dont on manque finalement, pour la gestion de la planète, c'est de l'âme. En fait, on perd notre âme finalement un peu, quoi. Enfin, non seulement notre âme, mais notre habitat. Oui. Donc c'est important, je pense qu'on ne dira jamais assez. Là, par exemple, on repart dans les excès d'avant, alors qu'on pouvait faire différemment. Et je trouve que le message de l'artiste est très important, parce qu'il dit attention à ce qu'on fait, attention aux mauvaises directions qu'on reprend à nouveau. Oui, c'est totalement vrai. Et quand on se retrouve en fait dans des espaces publics où on était tous masqués à se regarder en essayant de se sourire par les yeux parce qu'on voyait plus
plus le sourire de l'autre, le bonjour. Donc on a recommencé à regarder l'autre, or qu'on ne regardait plus l'autre. On rentrait dans un magasin, on ne savait pas combien de personnes il y avait. On allait, j'ai souvent vu ça, directement là où on en a besoin, on ressort. Il n'y a plus le bonjour, il n'y a plus le regard, et on ne sait même pas qui est là, en fait. Et finalement, avec le Covid, on a dû rentrer, regarder le nombre de personnes qu'il y avait, se garder une distance avec l'autre. Donc, une fois qu'on doit garder la distance avec l'autre, l'autre existe. C'est contradictoire, mais en même temps, c'est hyper important. Et à ce moment-là, les gens se regardaient pour pas être trop proches, pour éviter de se mettre dans le passage de la personne quand on est en train de faire quelque chose. Or qu'avant, les gens, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en plein milieu de l'allée. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'avec le Covid, ils faisaient attention de ne pas être au milieu de l'allée. Et je trouvais ça, c'était quand même sympa. Malgré tout, il y a des choses qui se sont... Voilà. Et en fait, malgré... parce que la distance avec l'autre est mal vécue dans un sens, mais c'est que à travers cette distance que l'autre existait. Donc que c'est déjà bien que l'autre existe, même s'il est loin. Et sinon, vous pensez quoi du Covid alors? Ça a apporté des choses encore positives parce qu'il y a les côtés négatifs, porter le masque, pas voir les gens. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu assister aux funérailles de leurs proches, des espaces restreints. Mais il y a eu des belles choses où l'autre existe même dans la distance, où on a appris à regarder l'autre dans les yeux. Est-ce qu'il y a des choses aussi comme ça pour vous qui étaient positives à travers cette expérience? Il y a le temps. Le temps qu'on avait de faire des choses auxquelles on ne pensait pas avant, ou on ne prenait pas le temps de les faire. Il y avait ça en positif. Moi, c'est le contraire. C'est-à-dire que j'étais dans l'attente et au lieu de faire ce que j'aurais pu faire parce que justement j'avais du temps, je les ai pas faites. Bon, après c'est mon côté procrastinateur sans doute, mais c'est vrai que j'étais dans l'attente de quelque chose, je sais pas de quoi, mais qui fait que je n'ai rien fait, vraiment rien, à part lire un peu quand même, c'est déjà pas mal. Lire et puis voilà quoi, faire à manger. Et puis, ouais. Non, j'étais dans l'attente de quelque chose qui arriverait, qui n'arrivait pas. Et qui n'est toujours pas arrivé d'ailleurs. Moi, je trouve que c'est toujours pas arrivé. On est toujours dans l'attente de projets. C'est un peu difficile. C'est pour ça que je suis admirative quand je vois ce que tu as fait pendant ce temps. J'ai commencé à créer au déconfinement. Donc, pendant tout le confinement, je n'ai pas créé. J'ai fait autre chose, mais je n'ai pas créé. Ça m'a permis aussi de réfléchir. Quand on est artiste, on n'arrête pas d'être artiste quand on arrête de créer. C'est pas dans ce sens-là, mais c'est vrai que avec mes mains et dans la création même, je n'ai pas travaillé. Je suis pas venue ici, c'était fermé pendant un bon moment. Et c'est quand l'espace s'est ouvert que je me suis mise à créer les masques, sachant que on allait avoir cette expo. Mais pendant le confinement, je n'ai pas travaillé du tout sur un plan plastique. C'est pour ça aussi que je posais la question du masque en terre, parce que effectivement, certaines personnes ont trouvé quelque part une liberté de faire ce qu'ils pouvaient faire. Mais c'est aussi une forme ce masque, pour moi, c'est un peu un symbole de musellement, quoi, d'empêchement de faire des choses. On voit le regard, mais on voit pas le sourire, et moi, ça me pose problème quand même, quoi. Donc voilà, c'est mon ressenti à moi. Bon voilà, s'il n'y a plus de questions, voilà, je vous remercie d'être venu. Voilà. Et puis bonne continuation avec ou sans masque, mais avec le sourire. Maintenant, on peut sourire et lire dans les yeux. Deux possibilités. J'ai juste une petite question. En fait, c'est sur l'exposition au tampon. Oui. Voilà, c'est même pas une question, c'est peut-être que tout le monde n'est pas au courant. Donc j'ai vu les images un petit peu sur Facebook, je crois, ou sur YouTube, je sais pas. Et comment ? Sur YouTube. Et voilà, le peu que j'ai vu, ça donne très très envie d'y aller. Donc je crois que c'est jusqu'au 24 juillet, c'est ça ? C'est ça, c'est au 24 juillet, c'est à la médiathèque du Tampon. Donc c'est une exposition avec trois autres femmes
Donc celle qui a organisé l'exposition est photographe, donc elle a fait tout un travail de photographie. Je la connais, elle. Voilà, Nathalie Giazzo a fait tout un travail de photographie avec des personnes qui vivent à La Réunion et au Lesotho, et en fait elle les photographie les gens en train de souffler en fait dans des bulles de savon. Et avec elle a travaillé une sculptrice du Lesotho qui s'appelle Takane, qui a fait tout un travail au niveau de la sculpture, qui est venue à La Réunion et qui a travaillé aussi avec des enfants dans un collège. Et moi, c'est mon travail aussi de sculpture qui a été mis en relation avec Nathalie et Takane. Avec ce travail-là, elle a travaillé avec avec Nathalie avec 3 autres femmes qui ont travaillé plutôt sur l'écriture en français et en créole, sur comment elles interprétaient les images de Nathalie et de ces personnes qui soufflaient en fait dans les bulles de savon. Donc on a une expo et une visualisation de cette expo par d'autres personnes. Voilà. C'est une très belle expo dans un bel espace qui met bien en valeur l'exposition. Voilà. Donc allez voir avant le 24 juillet. Merci. Je suis allé chercher des informations sur toi, sur ton site internet, qui est très beau d'ailleurs, donc j'invite tout le monde à aller le voir. Si tu pourrais dire, c'est quoi le site, s'il te plaît ? miglinparoumanou.com. Vous tapez Miglin Paroumanou. Et comment s'appelle .com. Est-ce qu'il y a un nom, le buste de femme africaine avec des tresses ? Tu sais, la femme africaine avec des tresses, là. Ah, ce sont pas des tresses, ce sont des pics comme ça dans les cheveux. En fait, j'ai fait tout un travail de Vénus. En fait, cette pièce, elle est au tampon sur le damier. Et en fait, j'ai fait tout un travail autour des Vénus. C'est-à-dire, j'ai créé 5 Vénus de la mer. Et donc, ce sont des femmes qui, pour moi, représentent les gardiennes de la mer. Parce que j'ai pensé, en fait, aux mythologies d'avant, les gens avaient peur de la mer, car il y avait le dieu de la mer qui régnait sur ces mers. Et donc, on pouvait pas faire n'importe quoi. Donc, on est respecté la mer, parce que sinon, on allait être puni. Oh là là. Mais au moins, la mer était protégée et propre. Et donc, je me suis dit, aujourd'hui, si je recrée des déesses de la mer, peut-être qu'on arrêtera de jeter des saloperies dedans. Mais ça marche pas. J'ai mis tout mon cœur, mais ça marche pas. Voilà. Donc voilà, c'était cette relation-là entre savoir mettre en place une espèce de déesse qui pourrait avoir ce rôle en fait de protéger en fait un espace. Et l'espace marin est très abîmé. Et donc en fait, ces pics, c'est pour ressembler à l'oursin et au coraux. Et voilà, ce sont des femmes un peu de la mer. C'est très très beau. Hein.